Alors, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez, pour ouvrir l'échange, nous raconter comment vous êtes venu en France, de Grèce, et puis comment vous êtes venu au cinéma, tout simplement, à la fin des années 50, au début des années 60? De milieu 50. Je suis arrivé en France en 55. Je suis venu en France pour... évidemment, le cinéma, c'était le rêve. Je savais qu'il y avait une école en France, le cinéma. Je vais commencer... Au début, vous savez, quand on est dans un pays comme la Grèce, où je suis né, quand on voit les films, au début, on voit les films, on se dit, ah oui, c'est des acteurs, c'est eux qui font les films. Donc, on se dit, ah oui, on veut être Roflin, on veut être Jean Gabin, ces choses-là. Et peu à peu, j'ai compris que finalement, il y avait quelqu'un. Parce qu'on voyait toujours le titre et en dessous, il y avait film 2. J'avais remarqué, c'était toujours écrit tout petit. Hein. Alors je dis, tiens, pourquoi il est là, lui, qu'est-ce qu'il fait film 2? Et je suis renseigné, j'ai lu un tout petit peu. Donc je suis aussi qu'il y avait une grande école de cinéma en France, l'IDEC. Et je travaillais parce que je viens d'une famille qui n'avait pas les moyens. Alors je travaillais un an. J'ai mis beaucoup d'argent de côté, enfin l'argent, tout mon salaire de côté pour venir en France. Il est arrivé un petit drame, c'est que le gouvernement d'alors, il y avait aussi toujours des problèmes économiques en Grèce, vous savez bien. Ils ont dévalué la drachme de 50%. Je me suis trouvé d'un jour à l'autre avec la moitié d'argent. Enfin, je travaillais encore là. Il fallait que je travaille encore, et puis je suis venu, je me suis inscrit à la Sorbonne parce que l'idée qu'il fallait d'abord connaître, parler la langue, etc. Et ça m'intéressait beaucoup de faire aussi une licence de lettres. Je savais même que je ne pourrais le faire parallèlement. Je vais le directeur de l'IDEC et il m'a accepté. Il m'a accepté parce qu'il était licencié S lettres et quand il a su que je faisais de lettres aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Et je n'ai pas fait les concours, j'ai fait un tout petit concours qui était très difficile. Il m'a demandé, écoutez, vous êtes grec, vous n'allez pas, on va vous poser des questions sur le théâtre grec. Et on n'avait jamais appris en Grèce le théâtre grec. Alors je l'ai lu en français, à une époque où mon français était très moyen. Bon, bref. Et j'ai fait l'IDEC, et j'ai une chance formidable en sortant de l'IDEC. L'école m'a envoyé faire un stage auprès de Yves Allégret, qui faisait un film, une quinzaine de jours à Paris. Le reste se faisait dans le midi, mais je n'avais pas les moyens pour me midi. Mais le premier assistant, qui était Claude Pinotto, qui est devenu plus tard metteur en scène, m'a dit, alors si tu veux, mon prochain film, tu le fais comme deuxième assistant. Et j'ai eu cette chance après de travailler d'abord comme deuxième assistant, puis comme premier, avec des metteurs en scène comme René Clair, comme René Clément, comme Jacques Denis, comme Henri Verneuil, comme voilà, quelques autres. Et c'était une chance formidable. Et j'ai pu entrer au cinéma. Alors, sur la question d'information, justement, jusqu'à cette époque, à peu près, encore un peu aujourd'hui, mais c'est la tradition d'avant d'être réalisateur, d'être assistant réalisateur. Et ça a été remis en cause un peu par la Nouvelle Vague. Est-ce que pour vous... C'était à moitié la traduction. À moitié? À moitié. C'était beaucoup de la Nouvelle Vague, il n'y avait pas d'assistants, ils sont tous nés, ils étaient des critiques, ils étaient des écrivains, ils étaient pas passés par l'assistanat. Tout à fait. Voilà. Ils ont remis en cause ce principe? Le principe, c'était ça. Le principe, on était assistant, et puis un jour, soit on bifurquait du côté de la production, il y avait le directeur de production et le producteur éventuellement, ou alors on faisait la mise en scène. Mais l'assistanat en France est très particulier parce que l'assistant, il est vraiment un peu le bras droit, le bras gauche du metteur en scène. On faisait le casting, par exemple. C'est-à-dire, on choisissait les acteurs et on faisait des listes pour le metteur en scène, pour chaque rôle, enfin pour chaque personnage, quel acteur pouvait être le personnage. Pourrait vraiment être bon pour ses rôles. Et puis, on faisait aussi ce qu'on appelle le repérage. C'est-à-dire, on trouvait, s'il fallait un château, on visitait plusieurs châteaux, on arrivait avec des photos, on disait, metteur en scène, voilà, je pense que tel et tel château, c'est le meilleur pour le film, etc. Voilà. Donc, c'était déjà un apprentissage très intéressant. Voilà. C'est qu'il n'est pas tous en Amérique, par exemple, je travaille un peu, en Amérique, le premier assistant, c'est l'organisateur. C'est l'adjudant du plateau, il fait marcher l'équipe, il fait marcher tout le monde. Et le casting, par exemple, en France, j'aimais bien, on l'appelait la distribution des rôles.
on a pris un peu les castings. C'est un spécialiste qui le fait. Malheureusement, c'est arrivé en France aussi, peu à peu, c'est d'habitude. Le repérage, c'est les chefs opérateurs, décorateurs qui le faisaient, ainsi de suite. Donc, la voie d'assistant vers la mise en scène, c'est la plus normale, enfin, c'est beaucoup pratiqué en France, c'est dans d'autres pays européens d'ailleurs. Et alors, donc, tout à l'heure, vous expliquiez que vous êtes venu en France donc, pour avoir cette formation. Vous n'avez pas eu l'envie de retourner en Grèce faire des films? Vous préférez? C'était trop compliqué. J'appartenais, comme je disais, à cette génération qui sortait en Grèce d'une famille qui n'avait vraiment pas les moyens, et que je ne suis pas parti de la Grèce, j'ai fui la Grèce. Comme il y en a d'autres générations qui ont fui la Grèce à l'époque, et comme il y en a malheureusement en ce moment. Beaucoup de jeunes Grecs partent en Allemagne ou ailleurs, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'avenir au pays. C'est dommage, mais donc je n'avais pas envie d'y retourner en Grèce. C'est vrai que la France m'a donné tout ce que je voulais, c'était un métier formidable, être assistant. On gagnait bien notre vie, on voyageait beaucoup, on connaissait beaucoup de monde, on était respecté par tous, en fait c'était vraiment l'idéal. Alors arrive votre premier film, Compartiment tueur. Comment cette préparation se passe? Et surtout, quand on voit le film aujourd'hui, on est épaté du casting incroyable, Yves Montand, Simone Signoret, Véronique Trintignant, Michel Piccoli, tout ça pour un premier film. Comment vous avez réussi à réunir ce plateau autour de vous? Le premier film, c'était une sorte de hasard. Je pense même que dans le cinéma, ils sont très rares les films comme ça. Comme je vous disais, j'étais assistant de René Clément. René Clément appelé, m'a dit voilà, on finit ce film et dans 3-4 mois, j'en fais un autre. Alors, je voulais que tu attends. J'ai dit voilà, je vais attendre. Et pendant ce temps-là, je me renseignais, je lisais des livres. Et puis, je suis tombé sur un livre, sur un polar qui s'appelait Compartiment tueur. J'ai dit tiens, c'est très bien fait, je vais essayer de l'adapter pour le cinéma, faire un exercice de scénario comme on avait appris à l'école. Et je l'ai fait. Je l'ai à la main, je donnais à une secrétaire au studio pour taper à la machine, et il a tapé, et sans me le demander, il a donné au directeur du studio, qui était aussi d'une certaine manière producteur. Et un jour, j'ai reçu un télégramme, à l'époque il y avait les télégrammes, qui m'a dit très bon scénario, à la façon des Clouseau, il me l'a envoyé d'Italie, il était en voyage en Italie. Je venais à mon retour vous voir pour parler, pour faire le film. Je suis tombé des nues parce que je n'avais pas les droits. Quand il est arrivé, je lui ai dit, vous savez, je n'avais pas les droits, moi, c'est mieux. Il m'a dit, mais vous êtes fou d'avoir fait tout ce travail pour. C'était un exercice. Alors, il a appelé chez Gallimard, il a dit, écoutez, il y a là ce livre, moi ça m'intéresse, je veux bloquer les droits pour un mois. Et il m'a dit, alors qu'est-ce que vous voyez comme casting? J'avais très peu pensé au casting. Comme ça, j'ai dit, voilà, il y a Jacques Perrin qui était très jeune, il a commencé à être un acteur très connu en Italie et en France, il allait très bien pour un des personnages. J'ai dit l'autre, je voulais bien le faire avec Catherine Allegret, qui était la fille de Simone Signoret. Je connaissais bien déjà les Signoret-Montand parce que j'avais fait un film avec Simone Signoret. Et il m'avait invité chez eux, etc. Je m'occupais de Simone pendant le film. Il m'avait invité chez eux et j'avais une sorte de familiarité. Vous étiez lié d'amitié? Pardon? Vous étiez déjà lié d'amitié ou? Un peu, oui, parce qu'ils avaient l'habitude d'inviter des jeunes personnes, des jeunes d'arriver dans le cinéma. Simone s'intéressait beaucoup, il y avait une particularité dans la relation. Simone s'était beaucoup mobilisée pendant la guerre civile grecque, parce qu'il y avait des exécutions, etc. Avec beaucoup de gens, elle avait signé les papiers, elle voulait savoir exactement ce qui se passait en Grèce à l'époque. Elle connaissait des choses par Axelos, Constance Axelos, qui était un philosophe, mais connaissait les grandes lignes, disons, politiques et presque philosophiques de ce qui s'est passé en Grèce, et historiques, mais ne connaissait pas la vie quotidienne. Elle m'a posé des questions quand elle a su que j'étais grec, je lui ai raconté les aventures que ma famille avait vécues, mon père, etc., qui était résistant. Et ça l'a beaucoup intéressé. C'est comme ça qu'il m'avait invité une fois à la campagne, parce qu'il fallait jouer au volleyball. Montant, au volleyball. Et il dit jouer au volleyball pour constituer une bonne équipe. Je lui ai manqué quelqu'un. Je suis allé à la campagne. Comme ça, il y avait d'autres jeunes. Voilà, comme ça, il s'est formé une certaine, disons, comment dirais-je, amitié, mais j'étais très jeune et j'étais quand même tout à fait différent, mais enfin, ils avaient cette espèce de simplicité. Voilà. Et j'ai demandé à Simone, j'ai dit, écoutez, Simone, moi je voulais beaucoup que Catherine, parce que je savais que Catherine voulait être actrice.
Elle n'avait pas dit à tout le monde. Et Simone m'a dit, écoute, Catherine, il faut qu'il y ait son bac d'abord. Mais si tu veux, moi je te fais, il y a un personnage dans le film, je te fais la vieille actrice. Je l'appelais la vieille actrice. Je suis tombé des nues. Je l'avais pensé, je n'aurais jamais osé lui proposer ce rôle-là, aucun rôle d'ailleurs, parce que Simone venait d'avoir l'Oscar, elle était une grande actrice internationale. Et Montand me dit, il paraît qu'il a fait un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi. Je dis, écoutez, Yves, lisez, et puis s'il y a un rôle qui vous intéresse, prenez-le. Entre-temps, quand le directeur du studio, qui s'appelait Julien Desrode, quand Julien a su que Simone était intéressé, parce que Simone l'a appelé entre-temps, il était devenu fou. Il dit, voilà, on fait le film, on le finance tout de suite. Quand il a su que Montand voulait faire un rôle, c'était encore plus facile. Donc ça s'est déclenché comme cela. Jacques Perrin avait accepté entre-temps. Et comme je vous disais avant, je connaissais les acteurs très bien. Je connaissais Piccoli, par exemple. On avait travaillé dans un film de Clément avec Piccoli, il était devenu un ami. Michel me dit, il paraît qu'il y a une histoire. Alors c'est passé comme ça, et au bout d'un moment, il n'y avait plus de rôle. Il y a des acteurs comme Daniel Gélin. Il y avait Marcel Bouzoufi, Daniel Gélin, François Darnoul, ils font de la figuration dans le film. En fait, vous aviez quand même réussi à vous lier avec eux pendant que vous étiez assistant. C'est quand même que vous aviez préparé ce terrain-là. Il s'était créé une sorte de confiance. Michel Piccoli, par exemple, on a fait ces films avec. J'étais assistant de René Clément, je faisais des castings, et on a proposé pour le rôle Michel Piccoli. J'ai vu que Clément ne le connaissait pas du tout. Je voulais quand même lui présenter Michel Piccoli. Michel arrive, j'ai commencé à lui préparer le terrain. Tu sais, je lui dis, Clément travaille très longtemps en Italie, ne connaît pas très bien les acteurs. Michel m'a dit, il ne les connaît pas. Je lui ai dit, non, il ne les connaît pas. Ils sont devenus très amis. Donc il s'est créé des relations comme ça avec les acteurs. Et le film, en même temps, avec tous ces acteurs, c'était aussi angoissant pour un jeune metteur en scène si les films ne marchaient pas. Tous ces acteurs qui ont accepté de participer à une affaire. Mais heureusement, le film a marché très très bien. Il a eu des bonnes critiques, il a eu des mauvaises aussi, mais ça marchait très bien. Il a été considéré en Amérique parmi les 10 meilleurs films de l'année, c'était la grande surprise. Oui, c'est génial. Il a eu des prix ici et là. Bon. Donc c'était voilà. Un très bon démarrage. Voilà. Et puis la familiarité et l'amitié avec Montand s'est beaucoup renforcée aussi pour une raison particulière. Montand voulait bien faire le rôle de policier, mais ça ne lui est pas du tout. Il me dit, Montand faisait un policier. Vous savez, nous étions quand même à la fin de la guerre d'Algérie, la police n'avait pas été très bien, une très bonne presse. Et donc, alors je lui dis, écoute, pourquoi tu ne joues pas avec l'accent du Midi? Montand, par rapport à l'accent du Midi, il cachait beaucoup, il ne voulait pas être finlandais. Et il a beaucoup hésité, et je lui ai dit, faisons-le, et à la fin, si ça ne va pas, on double tout avec l'accent actuel. Et Simon lui a dit, tu as raison, faites-le. Et c'est vrai que le premier jour de tournage, à la fin de la journée, il m'a dit, on continue avec l'accent. Il m'a dit, je me sens très bien. Non, c'est normal parce qu'il a expliqué après dans de ses biographies, il a dit qu'avant, plus il y en a, parce qu'il était essentiellement un homme de théâtre, un homme de scène. Donc, sur la scène, on prend des postures. On a la psychologie des chansons, mais elle est superficielle. Ce qui compte, c'est la voix et les postures. Et comme acteur, il a toujours joué en imitant un tout petit peu, il a été assez biographique, donc je peux le répéter, Gary Cooper, Humphrey Bogart, comment tenir la cigarette, comme ça, etc. Et là, avec l'accent, il est devenu un flic marseillais. Ses positions venaient de l'intérieur. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Il était content, il s'est créé donc une relation très, très amicale avec eux. Voilà. Et on a pu travailler après, on a fait 5 films ensemble. On va y venir tout de suite. À la fin du film, il y a une scène assez étonnante où donc, Yves Montand poursuit un faux policier, mais entre Yves Montand dans sa voiture et le faux policier, il y a des blousons noirs qui accompagnent les policiers pour poursuivre les faux policiers. Cette idée de séquence finale, ça vient du livre ou de vous? C'était un polar. Et un polar, vous savez, bon, on prend toute la liberté qu'on veut. Oui, bien sûr.
on peut faire même des blagues, etc. C'est dans la nature d'un film policier. Et puis, là, il faut une poursuite. Alors, mais le fait que les blousons noirs se joignent à la police... La poursuite, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas assez d'argent. Donc, il y avait des amis et puis des jeunes que je connaissais bien. Je leur dis, est-ce qu'on fait une poursuite avec vous? Et puis, montant, et puis l'autre dans une voiture. Et puis, ça a commencé comme ça. Et on a fait la poursuite pendant des nuits, sans avoir rien préparé. D'accord. Avec la caméra, elle poursuivait les motards, il arrivait des accidents, enfin des incidents plutôt, pendant les tournages qu'on a utilisés, mais rien n'est préparé. Tout est improvisé, c'est un hasard, c'est une poursuite hasard. Et c'était très bien. Voilà, ils l'ont fait. D'ailleurs, après, ils l'ont fait tellement bien que je leur dis à certains d'entre eux qui voulaient être le motard, qui voulaient être acteurs, je dis voilà, si j'ai fait d'autres films, vous y serez tous dedans. Enfin. Et c'est vrai, 3 ou 4 d'entre eux, ils ont été pendant plusieurs films dans le film. D'accord. C'était plus une blague, une sorte de poursuite amicale. Alors on passe alors il y a juste après, pas longtemps après Un homme de trop et puis Z, on va reparler d'Un homme de trop un petit peu après si vous voulez bien, mais Z c'est quand même le vrai départ de votre carrière en termes de reconnaissance internationale, il me semble. Est-ce que vous parlez de votre pays d'origine, et sur les films d'histoire, il y a toujours une question qui se pose, c'est le rapport au temps. Et là, vous faites un film qui est contemporain des événements que vous décrivez. Et comment vous avez pu si rapidement, finalement, faire un film sur la dictature des colonels? Parce que... Vous avez dit carrière, moi je n'ai pas beaucoup le mot carrière. Alors, pas carrière, d'accord. Si vous carrière font les politiques, les militaires. Oui. Votre filmographie. Non, Z c'est une autre chose particulière parce que j'avais été voir mes parents et mon frère m'a dit voilà, lis ces livres, c'est très intéressant. J'étais avec l'auteur au service militaire ensemble et il dit tu vois, ça va t'intéresser. Je connaissais l'affaire Lambraki, c'était un assassinat politique, et je commençais à le lire. C'était je suis parti de Saint-Jeudi, je suis arrivé vendredi à Paris et samedi je révisais. Et le dimanche matin, il a eu le putsch à Grèce, le colonel. C'est-à-dire que c'était un hasard extraordinaire. Et là, il y a eu tout le monde, on a commencé à faire des pétitions, faire des manifestations, etc. Et moi, je voulais faire quelque chose, j'en ai parlé à Georges Saint-Proun, qui était ami. Je lui ai dit, voilà, j'ai un livre, je voulais faire le film, est-ce qu'il veut qu'on le fasse ensemble? Je connaissais un peu l'histoire, je lui ai traduit les grandes lignes du livre, il m'a dit, on le fait. On a fait le livre, comme on sort dans la rue, on crie sur le mur, contre le colonel, on va pas le colonel, c'est ça. Et on l'a fait dans cet esprit-là. Et c'est vrai, on a fait très vite le scénario. Je me demandais aux artistes associés à l'époque, je me demandais de faire un film avec eux, une grande compagnie américaine. Je dis au patron, qui était un américain, je dis, voilà, je sais cette histoire-là. Il me dit, tu es fou de vouloir faire cette histoire, ça ne marchera jamais. Il me dit, moi je ne vais pas vous donner d'argent, je vais vous donner juste un peu d'argent pour Georges Saint-Proun, il joue au poker, hein, pour voir. Alors là, il a payé un peu. Georges, qui l'a accepté, mais il l'aurait fait sans rien, mais enfin, il a accepté. Et puis, quand il a vu le scénario, il a dit, je ne vais pas entendre parler de ça. Vous allez à la catastrophe, il ne faut pas faire ces films. Parallèlement, on a fait lire le scénario d'abord en montant, et puis il y a d'autres acteurs, à continuer à tout, ils étaient tous partants. Et avec toutes ces grosses distributions qu'on avait, Perrin, bien sûr, on refusait, il disait non, ça ne va pas marcher. Il y avait Irène Papas, il y avait vraiment les meilleurs acteurs français qui l'avaient accepté. Et on allait avant sur recette aussi. Il faut dire aussi, savoir avant sur recette, c'est un système en France où une commission lit les scénarios. Peut-être que vous connaissez tout ça. Oui. Et on avait ça, c'était un label pour le film. Et on a passé beaucoup de temps à chercher l'argent. Un jour, j'appelle Perrin. Je lui dis, Jacques, le film ne se fait pas. On ne trouve pas d'argent, on ne trouve pas où le faire. On a essayé d'aller en Italie pour trouver des lieux pour le faire. Ils ont dit, non, ça ne nous intéresse pas. Et Jacques me dit, écoute, est-ce que tu connais Alger? Est-ce qu'on peut le faire en Algérie? Je lui dis, non, je ne connais pas du tout. Jacques avait fait un documentaire en Algérie. Et nous sommes allés en Algérie. Et je lui dis, en Algérie, on peut le faire.
Il a fait lire le scénario au ministre de l'Information à l'époque, qui était un grand intellectuel, très bien. Il a dit, vous pouvez le faire ici, on vous donne toutes les facilités, tourner dans les rues, etc. Mais on ne donne pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et le film est parti comme ça, et les acteurs ont accepté de le faire vraiment pratiquement sans salaire ou très peu. Et c'est grâce à Jacques Perrin, et il faut dire aussi au cinéma algérien, qu'on a pu faire le film là-bas. C'est vrai que le film au début, oui. D'abord on a invité des journalistes pour venir, comme on fait 2 jours pendant la préparation du film, personne n'a voulu venir, ils s'affichaient tous, ils disaient qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça n'intéressait personne. Et c'est vrai que la surprise quand le film, qui la première semaine ne marchait pas. Et la situation, enfin, ce que vous décriviez dans le film était quand même d'actualité. C'était quand même une situation politique. Oui, oui. Donc c'est une situation qui faisait peur, plus. Non, probablement elle faisait peur, mais elle faisait aussi peur parce que c'est un film où il n'y a pas un personnage central du début jusqu'à la fin. C'est une sorte de loi, enfin une loi entre guillemets, n'est-ce pas? C'était au cinéma. Il n'y avait pas d'histoire d'amour. Il y avait une femme. Il y avait un papa qui était très fugitif dans le film. Montant apparaissait, le film fait 2 heures et quelques, Montant apparaît à peine 10 minutes dans le film. Donc il disait, c'est pas un film pour Montant. Il fait de la figuration. Et puis il disait, c'est l'assassinat d'un député grec. Qui va s'en fiche pour ce qui s'est passé en Grèce, un député grec. Donc il y avait tout ça qui était anti-film. Anti-film traditionnel, anti-film, mais on n'avait pas compté avec le public. Et la grande surprise, c'est toujours le public. Heureusement. Alors, il y a peut-être une autre raison aussi, c'est que finalement, il n'y avait pas de tradition de cinéma politique dans le cinéma français de cette époque. C'est-à-dire que vous tranchiez par rapport à la production d'époque. Les films de la Nouvelle Vague n'étaient pas forcément des films politiques, c'était des films sociaux, romanesques, littéraires, en termes d'inspiration. Finalement, vous avez innové en créant une nouvelle forme de sujet, de traitement politique. D'autres vont vous suivre après, mais je cherche. Enfin, on n'a pas fait le film en disant on va innover. Non, bien sûr. Non, mais c'est pour expliquer éventuellement la frilosité des producteurs. Il n'y avait finalement pas d'autres films qui avaient été faits auparavant dans cette démarche-là. C'est vrai, on a été dans une autre voie à l'époque. Le cinéma français était. Ce mouvement qui s'appelle Nouvelle Vague, qui est un mouvement extraordinaire, qui venait d'ailleurs historiquement du mouvement du néoréalisme italien. C'est un peu la fille ou le fils du néoréalisme italien, et qui étaient des films très intimistes, faits avec peu de moyens, qui concernaient surtout des histoires très personnelles de son ensemble. Voilà. Mais il y a eu un moment de déclin. Quand on a fait ce film, c'est-à-dire en 64-65, c'était le début du déclin, enfin d'une sorte de chute de la Nouvelle Vague, et même plus, parce que ça c'était le compartiment tueur Z, ça a été fait 2 ans, 3 ans après, donc c'était encore plus. Mais on n'a pas passé avec Claude Chabrun et ni avec les autres, on voulait faire un film contre, avec la plus grande passion possible. C'est ce qu'on a fait finalement. Et c'est vrai que c'est devenu. C'est-à-dire, le film, on n'a pas dit on va faire un film politique, c'est absurde. Le film c'est politisé par le public. Parce que tout d'un coup, le public a vu des choses, a compris des choses, ce qui est passé en Grèce, et c'est ça qui a politisé le film, essentiellement. Alors, avec le recul, est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que le film correspondait à l'époque, tout simplement? On est tout près de mai 68, qui se déroule en France, mais qui se déroule dans beaucoup de pays dans le monde. C'est quand même un contexte très politisé, notamment chez la jeunesse. Il y avait des aspirations, des envies de parler politique, de pratiquer la politique. C'est juste. C'était un moment historique qui a permis au film d'avoir une audience extraordinaire, sans doute. Mais ce qui me surprend encore, on a montré le film il y a 4 jours, 3 jours à Lyon. Et beaucoup de gens, il y avait beaucoup de jeunes, et beaucoup de gens qui avaient déjà vu, mais des gens qui m'ont dit ah oui, le film, en fait, a une certaine actualité dans la mesure où le thème principal, c'est le fait que la justice et la police est sous l'autorité de l'État. D'un État un peu particulier, n'est-ce pas? Donc,
elle n'agit pas librement, ni les uns ni les autres. Ils agissent sous commande. Et c'est ce phénomène-là, malheureusement, s'est poursuivi dans beaucoup de pays. Voilà. Je pense que c'était ça l'âme du film. Alors à l'époque, évidemment, ça éclatait beaucoup plus. Et si le film continue à avoir une certaine actualité, d'après ce qu'on me dit, les gens qui le voient ici et là, c'est qu'on retrouve ces phénomènes-là. Et ce phénomène-là existe ici et là, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi une nouveauté sur la forme du film, c'est-à-dire, enfin, il me semble, il y a un montage extrêmement nerveux, avec des raccourcis à un certain moment sur l'action, soit en termes de flashback, soit sur la mise en place de différents points de vue d'une même action. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait consciemment, qui a joué aussi dans la réception du film par le public? Cette question du montage. C'est pas une question de montage, beaucoup de mise en scène. D'écriture. Excusez-moi de dire ça, c'est mais l'écriture au scénario. Beaucoup de monde me parle de montage, on va arranger un montage, ça n'arrange pas un film. Si vous avez un mauvais scénario, on ne peut pas l'arranger avec le montage ou avec quoi que ce soit. Moi, je pense que le montage s'est fait déjà au scénario. On le fait pas dans le tournage du film, et on le finit, naturellement, quand on monte vraiment le matériel que nous avons tourné. Et c'est vrai que l'histoire était très longue et très compliquée, donc il fallait trouver un système pour avancer très vite, faire comprendre au public très rapidement les choses, et c'est vrai aussi que le public a compris. On était surpris, moi-même j'étais surpris, parce que tout d'un coup, on sautait d'un personnage à l'autre, mais il n'y avait pas d'autre moyen de le faire, et le public a suivi complètement. C'est pour ça que j'ai pu faire beaucoup confiance, et on avait aussi une autre chance, c'est qu'on avait des bons acteurs. Des bons acteurs auxquels on s'accrochait, et on les suivait, avec des grands acteurs. Et c'est vrai, ça aussi, c'est une grande richesse pour un film. Alors, donc, avec Z, vous réalisez un film contre la dictature des colonels en Grèce, et vous allez enchaîner avec La Bœuf, où vous allez à nouveau dénoncer une dictature, mais du côté communiste. Alors, comment vous avez préparé ce changement, non pas de registre, parce que c'est toujours le même registre, mais de camp, d'une certaine manière? Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser. Ça mérite. Mais c'est une vraie question, et là aussi, il y a un contexte politique très important, qui est la fin du printemps de Prague. C'est dans la foulée de la fin du printemps. C'est dans la foulée, et j'appartiens aussi à la génération, parce que ça mérite une petite explication historique. Bien sûr. Pour voir pourquoi. D'abord, j'ai beaucoup vécu, après le premier film, puis Z, avec les montants, Schoenbrunn et Signoret, à Paris et à la campagne. Donc, la réflexion sur le monde, sur la politique, sur les hommes politiques, sur les idéologies politiques, était une chose, c'était pas une obsession, hein, mais c'était, on en parlait beaucoup. Jean Schoenbrunn, il suffit de vous dire que c'était un dirigeant communiste qui a été exclu de son parti, et il est devenu, après écrivain, grand écrivain, et il était un grand ami de Montand Signoret, puis il est devenu aussi mon ami. Donc il y avait une histoire intéressante. Mais je reviens à ma génération. La génération d'avant, j'étais 10 à 12 ans de moins que. Ma génération a vécu l'occupation. À un moment donné, mon père était résistant, comme je le disais, était avec les Alliés. On fait la guerre contre. Donc ce n'était pas le méchant Staline à l'époque. C'était l'Allié. Et en même temps, pendant Stalingrad, on attendait tous les jours ce qui allait se passer. Et c'est vrai que Stalingrad, c'était la catastrophe pour Hitler, parce qu'il a perdu 500 000 soldats. Je crois 300 000 sont morts et 200 000 prisonniers, ou le maire, je ne me souviens plus très bien. Donc un jour, je me suis dit, mon père arriva en disant, ça y est, Staline a gagné Stalingrad. Donc c'était mythique. Il est vrai aussi que je vivais dans un pays où quand on parlait, un peu plus tard, il y a eu la guerre civile, les communistes ont voulu prendre le pouvoir, ils ont fait la guerre civile, c'était tragique. Donc il y a eu un anticommuniste très violent qui était né, et par un gouvernement qui était de droite, qui était très traditionnel, très répressif. Et tout le mal qu'ils disaient des communistes, on ne les croyait pas entièrement. On disait, c'est pas des bons, ils disent du mal de ceux-là, donc ils sont meilleurs. Donc il y avait ce sentiment, jusqu'au moment où je suis venu en France, et parce qu'il n'y avait pas de liberté de presse là, naturellement là-bas. Et il y a eu la liberté de presse, j'ai rencontré des gens, donc j'ai commencé à avoir une autre
un autre point de vue. Réfléchir, et comme je disais, avec la même potentiel, ça s'est approfondi beaucoup plus. Et c'est vrai aussi qu'on travaillait beaucoup avec au cinéma, il y avait beaucoup de gens qui étaient des communistes, qui étaient des formidables techniciens, des bons travailleurs, et avec du talent. Mais alors quand il s'agissait de faire la grève, c'était paf, on peut pas parler avec eux. Quand il s'agissait de dire quoi que ce soit sur l'Union soviétique, impossible de dire un mot. On était des ennemis. Dire le moindre mot négatif sur l'Union soviétique, c'était faire du anticommunisme, etc. Donc c'était agaçant, c'était irritant, et on savait très bien ce qui s'est passé à l'Union soviétique, c'était pas bon du tout. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films faits par les Américains, en France aussi on a fait quelques-uns, mais pas des très bons, sur ce qui s'est passé là-bas. Et puis un jour, je suis tombé sur le livre L'aveu d'Arthur London, qui était un ancien ministre, qui était résistant en France, il est retourné en Tchécoslovaquie, il était devenu vice-ministre des Affaires étrangères, il a été emprisonné, il a subi le procès des Staliniens, et il a survécu, tandis que les 13 autres condamnés avec lui ont été exécutés. Il a survécu d'ailleurs parce que sa femme était la sœur d'un dirigeant communiste important, je pense que c'est ça qu'il a fait. Et il a écrit ce livre formidable, qui est la description de son procès, de son calvaire, et de ses aveux qu'il ne voulait pas faire, mais qu'il a fait quand même. Voilà. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a passionné, j'en ai parlé à Saint-Proun, je lui ai dit, on fait le film, il m'a dit, on le fait. Voilà. C'était, si vous voulez, une sorte de réflexion sur une très très longue réflexion par rapport à la politique, par rapport aux positions politiques qu'on a, et par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est après la fin du printemps de Prague ou avant? La fin du printemps de Prague, c'est après que vous lisez le livre ou avant? Naturellement. Naturellement, parce qu'il y avait Prague aussi, c'est ça. Vous avez raison. Prague, l'intervention en Prague se passe pendant qu'on nous aide. Et ça a été le choc. On s'est dit, mais d'abord il y a eu Budapest. Oui, bien sûr. Après il y a eu Prague. Donc tout ça faisait une accumulation de situations. On s'est dit, voilà, il faut faire ce film pour dire ce qu'on pense, et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Et c'est vrai que c'était l'avantage aussi pour ce film, pour l'aveu, c'est que Montand a accepté de le faire. Et sans Montand, je ne sais pas si un autre acteur français aurait pu le faire, et aurait pu le faire aussi bien. Parce que Montand, d'abord, il était beaucoup mobilisé, sans être membre du parti, il était très proche pendant une certaine période. Son frère était un des dirigeants du parti. Donc dans sa famille, voilà, jusqu'à la fin. Oui, voilà. Jusqu'à la fin. Donc, et d'ailleurs, Julien, qui était son frère, ils ont rompu complètement avec le film. Enfin, ils se sont retrouvés à la fin. Mais donc, c'était quelqu'un qui vivait complètement le rôle. Il savait de quoi il parlait. Alors, vous avez parlé de Georges Saint-Proun, de Yves Montand, et c'est vrai que donc cette collaboration à trois, même s'il y a d'autres personnes autour, mais on sent bien qu'il y a un noyau dur là qui est très engagé politiquement. Comment votre travail s'est mis en place? Est-ce que Yves Montand, par exemple, a pu participer, donner des suggestions, par exemple, au scénario? Non. Du tout. Non, pas du tout. Montand ne se mêlait pas. Quand il faisait des chansons, il se mêlait beaucoup. Non, mais c'est important parce que c'est des sujets politiques. Pas du tout. Il n'avait pas demandé. Il n'avait pas demandé. Il nous faisait confiance absolue. Et il a lu le scénario. Il a dit on le fait comme ça. Voilà. Et donc là, sur l'aveu, c'est un rôle très physique. Il y a une préparation, un travail particulier. Il était question, c'était nécessaire. On a tourné le film en continuité parce qu'il fallait qu'il maigrisse, puisqu'il était en prison pendant des mois, et qu'il mangeait mal, qu'il dormait mal, etc. Donc on a tourné le film, et Montand, le long du film, il perd des kilos, il a perdu 13 kilos entre le début et la fin du film. Il mangeait pratiquement pareil, il mangeait du steak, comme ça, très peu. Et on a tourné beaucoup les films à Lille, parce qu'au début on devait tourner à Prague. Ouais. Et puis finalement, un jour, on nous a dit c'est impossible, et on a cherché un endroit qui ressemble un tout petit peu à Prague, parce qu'on nomme d'ailleurs jamais Prague dans les films. Enfin, il fallait que ça soit l'Europe centrale, et on a pu le tourner à Lille, et on a trouvé des décors intéressants. Et on vivait ensemble pendant un tournage à Lille, dans un hôtel, et on avait des chambres communicantes, et la nuit,
il faisait des cauchemars, il gueulait, j'allais le voir et il était vraiment en âge. Et je pense que ça aussi, il le vivait. Ça aussi a aidé à être aussi bon qu'il est dans le film. Alors, quel a été l'accueil du film? Notamment de la presse, du public? Ça, c'était l'aventure. Non, parce que voilà, là aussi, on est quand même sur un film qui dénonce la dictature communiste. Et c'est une nouveauté. Vous disiez qu'il y avait d'autres films avant, mais c'est quand même le premier film qui le fait de manière frontale, de manière très. Enfin, avec une vraie histoire. Et c'est une vraie histoire. Et sur une vraie histoire. Donc, indéniable. Bah, le livre était sorti, comme je le disais avant. Et alors, pour simplifier un tout peu, le parti était contre naturellement. Et ils ont écrit d'un livre communiste, ils ont fait un film anticommuniste. Voilà. Et puis ça a suivi comme ça. Mais beaucoup plus tard, quand le film est passé à la télévision, il y avait une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran, peut-être que certains d'entre vous. Oui, on s'en souvient. Ils ont voulu les voir, et qu'il y avait le London, et Canapa, Jean Canapa, qui était un dirigeant du Parti communiste. Ils étaient face à face. C'est ça. C'était assez classe, parce qu'on voyait l'émission chez les Montants, on était tous ensemble avec Chris Maquet, Michel, ma femme, et puis les Montants. Et la fin du film, Canapa a dit voilà un film que le Parti communiste français aurait dû avoir financé. Montand l'aurait tué. Plus tard, Marchal dit non, c'est le film anticommuniste. Enfin bon, le parti était très gêné avec le film. Voilà. Il ne savait pas par quel bout le prendre, je pense que c'est ça, voilà, essentiellement. Je pense que ça a ouvert une sorte de dialogue à l'intérieur, d'après ce qu'on me rapportait ici et là, qui était un dialogue assez robuste. Alors, le film État de siège, si vous voulez bien, on en parlera tout à l'heure, juste avant la séance. Par la suite, vous allez traverser l'Atlantique, alors à la fois pour aller en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis. Donc j'imagine que c'est une nouvelle façon de travailler, c'est les sujets qui vous attiraient ou l'envie de tester je voulais poursuivre la réflexion sur le régime grec. Et pourquoi le régime grec avait été aussi négatif pour une certaine classe, pourquoi il avait pas une évolution un peu comme la démocratie française, par exemple, ou d'autres. Donc, il y avait à l'époque, j'étais encore à l'Est, c'est-à-dire le lendemain de la guerre civile, pendant la guerre civile, le lendemain qui était entre 47 et 49-50, et il y avait un ambassadeur américain qui, j'en ai appris par la suite, avait dirigé carrément le pays. Il s'appelait Pierre Foy, alors j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de faire un film sur ce personnage-là. On savait que l'Amérique avait un rôle très important un peu partout dans l'Amérique latine. Donc c'est Pierre Foy, après la Grèce, quand le régime s'est stabilisé, il y a eu une élection avec un homme intéressant d'ailleurs de droite qui était Premier ministre. Il a été au Guatemala. Et il a été là-bas, et 6 mois après, il y a un putsch. On a envoyé un personnage qui s'appelait Arbenz, je crois, qui était élu pour mettre un dictateur à la place. Et c'est plus une fois, il a été après en Thaïlande. Les révolutionnaires là-bas l'avaient coincé dans sa voiture, dans un pont, et l'ont fait tomber, et il est mort avec son fils. Le c'est qui ces spécialistes américains? Donc, j'ai voulu savoir qui était, et donc j'ai commencé à faire de la recherche, et je me suis aperçu qu'à l'époque, il n'y avait plus ce genre d'intervention américaine, mais il y avait un nouveau système. Il y avait des conseillers qu'on envoyait partout, dans des fondations, dans des organisations très vastes, qui faisaient d'ailleurs, universitaires aussi, qui faisaient probablement aussi un travail social important, mais en même temps, c'était une forme de colonisation culturelle, politique, sociale, etc., économique. Voilà. Et c'est comme ça que je suis tombé sur une histoire de quelqu'un qui s'appelait Mitrione, ou en Uruguay, qui a été pris par des, on l'appelait Tupamaro, c'est Mélène, et qui était aussi un groupe qui m'intéressait aussi parce que c'était une sorte de révolutionnaire sans violence, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment de ce personnage Mitrione, parce qu'ils étaient, on les appelait d'ailleurs à l'époque un peu des Robins de Bois révolutionnaires, parce qu'ils ne faisaient pas des actes violents, mais ils faisaient des actes politiques très forts qui me paraissaient intéressants. Seulement, ils l'ont arrêté, ils ont demandé que les prisonniers soient libérés, sinon il allait les tuer, et bien ils l'ont tué. Donc cette relation-là, entre ces révolutionnaires-là, qui passaient à la violence, et cet homme-là,
qui était un spécialiste, qui en plus il n'avait pas été tué, qui était spécialiste, d'ailleurs il a été envoyé en Uruguay pour apprendre la répression aux policiers uruguayens et pour apprendre aussi la torture. Enfin, ça, à l'époque c'était un mystère absolu, c'était l'anti-américanisme, mais si vous tapotez ce soir, quand vous rentrez, Mitrione, dans votre ordinateur, vous verrez tout ça, en détail. Son travail, ce qu'il faisait, les tortures, la liste de tortures, etc. Bref. Eh bien, ça m'intéressait, j'ai fait de la recherche. Et pour vous, c'était une façon de continuer à parler de la Grèce, alors? C'était d'une façon absolument, d'un petit pays, mais ils sont soumis à une sorte de colonisation tout à fait nouvelle, qui n'est pas la colonisation avec uniquement des dictateurs, etc., mais c'est une autre colonisation beaucoup plus subtile, économique, ou culturelle, etc., etc. Voilà. Et c'est comme ça que, alors je dis en mon temps, il y a un très beau rôle à faire, mais c'est un personnage négatif. Comme ça, on aura fait une trilogie, ça serait l'état de siège, et il a accepté de faire un personnage négatif. Et le public a accepté aussi, visiblement. Pardon? Et le public a accepté. Et le public a accepté, oui, absolument. Le public aurait pu être décontenancé par ce changement. Oui, absolument. Ça a été coproduit d'ailleurs avec des Américains. Et en Amérique aussi, le film a été bien accepté, etc. Par certains, pas par tous. Ça a été une très très bonne expérience. Alors Missing, finalement, continue sur cette lancée-là, quand même, sur la vision de l'intervention des Américains d'Amérique latine. Non, Missing, ça vient beaucoup plus tard. Moi, État de siège, c'est le film dont on parle, c'est le seul pays où on pouvait le faire, c'était au Chili, pendant l'époque, période Allende. Donc je suis allé au Chili, j'ai rencontré Allende, j'étais fasciné par ces docteurs de campagne qui voulaient changer le pays, et éventuellement l'Amérique latine, et il parlait d'une manière formidable. Il avait, pendant sa période de président, il avait une liberté totale à son pays, malgré les gens d'extrême gauche qui le poussaient à faire de la censure, etc. C'était un personnage que j'admirais beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens autour de lui, ils m'ont laissé faire le film là-bas, et beaucoup d'entre eux, ils ont été, à commencer par Allende d'ailleurs, ils ont été tués. Allende s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas être pris, il ne voulait pas non plus être expulsé et vivre ailleurs. Donc c'était... beaucoup de ces gens que j'ai connus là-bas, ils étaient éliminés ou disparus ou tués. Des années après, les Américains, qui m'ont proposé entre-temps beaucoup de scénarios, que j'avais refusé d'une manière générale, je ne voulais pas aller travailler en Amérique, je me trouvais très bien en France. Et je me suis tombé sur ce livre, ils m'ont envoyé le livre et le scénario, qui était la vraie histoire d'un jeune Américain qui arrive au Chili au jour où Allende décide de donner 2000 litres de lait à tous les enfants pauvres du pays, qui était un truc énorme, mais c'est aussi économiquement très, très, très lourd pour le pays. Bref, ces jeunes Américains, très romantiques, ils restent. Ils commencent à faire des articles, ils commencent à faire des films, etc. Et pendant le putsch, ils se trouvent pris et comment dirais-je, invités chez des militaires américains, parce qu'il y a le couvre-feu, etc., du putsch précisément de Pinochet, et tout d'un coup il comprend que c'est les Américains qui sont mêlés dans cette affaire-là. Bon, pour ne pas vous raconter toute l'histoire, il est pris par les Américains comprennent que tous ces jeunes-là, c'est une sorte de journaliste qui risque de parler de ce qu'il a découvert. Apparemment, ils en parlent aux Chiliens, enfin les Chiliens le prennent, ils le mettent au stade et il disparaît, il est mort. Voilà. Et le livre, c'est... Pardon ? Là, vous racontez beaucoup. Là. Voilà. Il y a eu un livre là-dessus et les Américains ont proposé de faire ce livre. Voilà. Et j'ai accepté précisément parce que c'était une sorte d'hommage à Allende d'abord et aussi à tous les gens que j'avais connus là-bas qui avaient disparu. Alors, avec État siège, vous transposez quand même votre équipe d'une certaine manière, c'est toujours avec Yves Montand, mais avec Missing, vous passez à des castings américains, enfin pas seulement avec Missing, avec Music Box, avec la main droite du diable, avec Mad City. Donc, est-ce que c'est une autre façon de faire du cinéma, vraiment différente, ou est-ce que vous avez réussi à préserver votre manière à vous dans le système américain? Non, je fais 5 films américains à une condition, que je fasse avec mon équipe française, même en Amérique, pas toute l'équipe, enfin les cadres les plus importants, les 3-4
personnage le plus important dans une équipe, et aussi faire toute la post-production à Paris pour ne pas avoir à m'installer à Namur. Donc on a fait comme ça, parfois on a même utilisé le laboratoire français. Parce que je voulais une liberté absolue, et Hollywood c'est un bel endroit, mais pour vivre à Hollywood, c'est pas aussi extraordinaire qu'on le dit. Si on ne travaille pas, si on travaille, c'est parfait. Voilà, et donc je travaille avec des acteurs américains comme je travaille avec des acteurs français, vous savez. On dit en France tout le temps, ah, les Américains ont des acteurs formidables. En Amérique, ils me disaient tous, ah, vous savez, en France, des acteurs formidables. Voilà. C'est permanent. Mais les acteurs, c'est des acteurs à partir du moment où ils savent très bien, ils voient que le metteur en scène sait ce qu'il veut. Si on est d'accord après lecture du scénario, etc., les choses sont relativement faciles. J'ai eu que des très bonnes expériences avec les acteurs américains qui sont. Alors, là, on a parlé de beaucoup de films qui traitent de l'histoire contemporaine, et vous êtes revenu plusieurs fois sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On a la section spéciale, Un homme de trop, mais aussi Amen, par exemple, plus près de nous. Comment vous vous documentez, comment vous préparez justement ces films qui sont consacrés à une période plus ancienne, qui visiblement vous passionne? En génération, on a vécu la Deuxième Guerre mondiale. On a vécu, enfin, je l'ai dit comme enfant, et ça nous a poursuivis tout le temps. On a vécu avec des gens qui ont disparu, que ce soit les Juifs, que ce soit d'autres, qui ont été liquidés, donc c'était présent sans arrêt. Et quand une histoire s'est présentée, j'ai eu envie de la faire, alors c'est documenté, j'ai beaucoup lu. Les films aussi qu'on a fait, c'est du documentaire, il y a beaucoup de documentaires faits sur la guerre civile, et chaque fois quand il y a une histoire très personnelle, ça m'a toujours intéressé, comme parler des sections spéciales, parler des... L'homme de trop aussi, c'est un film sur la résistance française qui m'a beaucoup intéressé, parce que, comme je disais, mon père était résistant, il y avait une sorte de résistance là-bas, et j'ai connu ici des jeunes qui faisaient de la résistance, c'était aussi assez fascinant de découvrir comment des très jeunes Français un jour ont décidé d'aller dans la montagne pour ne pas aller rester haut, pour ne pas aller travailler en Allemagne, on les obligeait. Et donc c'était une période et chaque fois qu'on peut faire un film là-dessus, ou plutôt on peut faire un film parce qu'on découvre de nouvelles choses. Et je pense que toutes les générations de metteurs en scène feront des films sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une période absolument effrayante pour l'Europe. Imaginez l'Europe où les meilleures années ont commencé par les arts, par le théâtre grec, les cultures, la philosophie et tout ça. En même temps, on a fait les pires des choses, les camps de concentration, les guerres, les massacres épouvantables, les guerres civiles espagnoles, grecques et autres, comme ça, épouvantables. Donc, c'est un continent extraordinaire pour cela, et je trouve même que depuis quelques années, il a compris que tout ça, il fallait arrêter, et qu'on essaye de faire l'Europe. Bon, on ne la fait pas aussi bien qu'il aurait fallu, les gars, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, je répète, si un autre sujet se présente pendant les Deuxièmes Guerres mondiales, je le ferai très volontiers, parce qu'on découvre cette fois comment les hommes changent, ou qu'ils ne changent pas. Comment les gens peuvent être résister et dire non, je n'accepte pas, je ne vais pas, quitte à me sacrifier, et ça, je trouve ça formidable. Alors, parmi vos films qui ont pas forcément choqué, mais qui ont été des films très forts, il y a justement Amen, qui était le premier film. Amen. Ouais, puisqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, où de manière là aussi très claire, très frontale, vous mettez en cause, vous révélez pas parce que les choses étaient souvent connues, mais vous les mettez sur la place publique concernant donc la position de l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas l'Église, c'est le Vatican. Voilà. C'est même pas le Vatican, c'est le pape. C'est très différent. Bon. Non, il faut être précis. Donc, non, là, je disais avant, nous avons deux personnages qui n'ont aucun pouvoir et qui résistent face à l'horreur des camps de concentration. C'est un officier allemand, et puis c'est un prêtre. Et il y a eu beaucoup de prêtres. L'officier allemand, c'est une vraie histoire. Le prêtre, c'est une sorte de composé, si vous voulez, de plusieurs prêtres qui ont réagi. Tandis qu'il y a beaucoup d'autres prêtres, cardinaux, etc., et surtout le pape, connaissant les mêmes, ayant les mêmes informations, ou même plus le pape. Le pape qui était une sorte de la morale, l'éthique, ne réagit pas. Au contraire, il se tait. Voilà, c'était ça le film. Et bon,
aujourd'hui un pape formidable qui dit plein de choses, qui fait plein de choses, vous voyez. Donc, Pie XII ne l'a pas fait. Et le film, c'est un point d'interrogation, pourquoi? Et le film ne répond pas pourquoi. Par contre, il montre qu'il y a le jeune prêtre, et puis officiellement, ils vont jusqu'à sacrifier leur vie, tous les deux, pour dénoncer quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Alors, entre la fin des années 60, donc avec Z, où vous avez du mal à monter un film politique, et puis Amen qui se tourne 35 ans plus tard, je crois, cette fois-ci, vous arrivez assez facilement à monter Amen en termes de production, ou au contraire, vous avez toujours des difficultés sur des sujets brûlants, parce que c'est quand même des sujets qui ne sont pas anodins. On prononce beaucoup le mot politique. Mais oui. Ben là, c'est historique. Anna Arendt a une phrase formidable. Il dit il n'y a pas eu encore de philosophe, c'est des gens très sérieux, qui a réussi à définir qu'est-ce que c'est que la politique. Alors il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est que la politique. Pour dire c'est film de politique. Moi je pense que tous les films sont politiques, à leur façon. Parce qu'ils agissent sur le public d'une certaine manière, ou vous vous intéressez complètement, ou ils vous laissent quelque chose, une pensée. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, quand j'étais jeune grec, je suis parti, je voulais au début aller en Amérique. Pourquoi en Amérique? Parce qu'il y avait une dame qui s'appelait Esther Williams qui faisait des films. Vous voyez, vous connaissez aussi Williams. Elle était une extraordinaire nageuse, très belle. Elle avait des belles piscines dans lesquelles elle nageait, elle avait de très belles voitures, elle avait une villa avec une moquette, un peu comme cela. Et je disais, voilà, c'est ça l'Amérique, je vais aller en Amérique. Voilà, c'était pas ça l'Amérique. Donc, si vous voulez, c'était pas un film politique, pas politique, mais c'est joué sur moi. On a aujourd'hui le problème, on l'a eu peut-être encore aujourd'hui, avec la guerre du Vietnam. Il y a eu des films où vous voyez un type avec ses muscles qui gagnait la guerre du Vietnam. Je ne sais pas le croire. Voilà, je pense donc, l'art, qu'on le veuille ou non, a une réaction, plutôt un effet sur nous, qui nous provoque une pensée. Et cette pensée, ce comportement, c'est le comportement social, appelé si vous voulez politique, mais parce qu'on réduit, excusez-moi de faire une sorte de discours sur la politique, on réduit le mot politique, pour qui vous votez? Vous votez sur un... Mais c'est pas ça la politique. La politique, pour moi, c'est notre comportement, mon comportement tous les jours. Voilà. Est-ce que vous pensez que justement vos films ont pu avoir une influence, quelle qu'elle soit, sur le comportement des gens? Est-ce que sur la prise de conscience des gens sur certaines questions? Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir parce que ça, je ne veux pas me mettre dans la tête que je vais faire quelque chose après pour avoir... Et vous avez l'espoir que ça puisse arriver quand même? Le film, on fait le film avec ce sentiment, j'essaie de le faire le plus sincèrement possible et d'une manière éthique possible quand il s'agit de vraies histoires, pour ne pas tricher avec les personnages et les situations pour que ça soit plus attrayant. Et à partir de là, ça appartient au public. Et là, il y a des films qui n'ont aucun effet, et puis ça désintéresse complètement les gens. Alors, sur toutes ces questions, ce qui est éventuellement, on peut dire, troublant, c'est que vos films gardent une actualité. On peut parler de Eden à l'Ouest, par exemple, qui a été fait il y a quelques années, mais qu'on pourrait reprojeter régulièrement. Mais on peut parler aussi d'Anaka, qui vient d'être montré tout à l'heure, qui a été vu par une bonne partie de la salle, je pense. Donc nous sommes au début des années 80, je parle du tournage du film, donc le film a été tourné en Israël et en Palestine. Là, sur ce sujet-là, donc le conflit israélo-palestinien, comment vous l'abordez? Il y a ces films-là que, à l'époque surtout, on n'avait surtout pas envie d'y toucher. Parce que le problème israélo-palestinien, à l'époque, il y avait les Palestiniens et les Israéliens, les rapports qu'on les connaît tous, mais à l'époque, les Palestiniens, c'était tous des terroristes, les Israéliens, les bons, et vice-versa. On pensait aussi que les bons étaient les Palestiniens, les méchants israéliens, etc. Donc c'était un sujet. Alors pendant que je travaillais, un jour est venue une dame, elle a voulu absolument me voir, elle s'appelait Abir Toukan, et elle m'a dit, voilà, vous faites des films comme ceci, je suis palestinien, vous ne faites pas un film sur nous. J'ai dit, oui, vous savez, peut-être un jour, enfin, je pense. Et elle est partie. Elle a été voir Franco Solinas, qui était un scénariste avec qui je travaillais, il lui a dit la même chose. Et Franco aussi a dit, oui, peut-être un jour, voilà. Elle est partie. 6 mois après, elle est revenue. Pendant 2 ans et demi.
Il avait passé sans arrêt. Jusqu'au jour, Franco m'a dit, il faut peut-être voir si on ne peut pas faire quelque chose. Il dit, écoute, essaye. Il a été à Beyrouth. Il a vu des camps, il a vu des ça, il est revenu, mais non, il n'a rien à faire là-dessus, etc. Et puis, Mazem travaillait. En plus, on avait commencé à travailler sur une histoire qui concernait nos relations avec nos femmes, la sienne et la mienne. On arrivait à un âge où il y avait des problèmes, où il n'y a pas de problème, enfin c'était... Et comment on laissait nos femmes être libres pour ne pas être libres, etc. Voilà, enfin, toutes ces relations-là. Et elle est revenue. On n'avait pas une solution finale pour cette sujet-là. Et puis on dit avec Franco, écoute, faisons ça. J'avais un ami israélien qui s'appelait, qui était journaliste, il venait beaucoup en France, il écrivait des articles pour le Monde diplomatique, Kapeliouk, et je dis, moi je vais venir en Israël, j'avais été une fois avant, mais je vais venir en Israël, et si tu peux nous faire un tour. On a été, avec ma femme, avec Franco, etc., il nous a fait un tour partout. Et on a découvert un autre monde qu'on ne connaissait pas du tout. On a découvert, par exemple, que, grâce à lui et grâce à ses amis qu'on a rencontrés, que quand il y avait un terroriste qui était pris près d'une maison, on faisait sauter la maison. Il nous avait dit à l'époque, à cette époque-là déjà, il avait sauté à peu près 5000 maisons. Et alors on faisait sauter la maison parce qu'on pensait que c'était pour punir. C'était pour punir. C'est pour qu'on recommence, que d'autres ne recommencent pas. C'était ce sentiment-là. Et alors on a commencé à réfléchir, et voilà, un des personnages auxquels on avait pensé, une femme, s'est trouve prise, c'est une américaine qui m'a mariée avec un français, et elle va en Israël, parce que comme beaucoup de monde, elle avait beaucoup de juifs, elle est en Israël à l'époque, et s'est trouve prise dans cette situation, je ne vais pas raconter l'histoire. Voilà, et nos problèmes de nos femmes, on l'a transmis sur cette femme-là, et évidemment, on a parlé du problème israélo-palestinien ou palestino-israélien à l'époque, en pensant au départ que tous les Palestiniens ne sont pas automatiquement des terroristes. Voilà. Qu'il y avait des gens qui avaient envie de récupérer les lieux. Enfin, l'histoire du film, c'est un Palestinien qui cherche sa maison. Donc c'est une métaphore sur les Palestiniens qui veulent avoir un pays. À l'époque, les Palestiniens savaient qu'il y avait beaucoup de terrorisme. Dans les années 80, c'était... Et puis aujourd'hui, même le pape, même tous les pays du monde, même l'Amérique, dit qu'il faut que les Palestiniens aient leur pays. Enfin, pour le film, c'était la maison, c'est palestinien. On le renvoie, il revient. On le renvoie, il revient. Ils sont renvoyés actuellement, ils vont revenir. Je veux dire, c'est un peu l'idée du film. Je pense, pour l'avoir revu aujourd'hui, je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps, je pense que d'une certaine manière, c'est le fond. Le film garde sa vérité. Je ne vais pas me faire plus de compliments. Non, bien sûr, c'est tout l'intérêt de revoir les films, et notamment les films d'histoire. Enfin, en l'occurrence, c'était un film contemporain, mais qui est devenu un film d'histoire. Alors, une fois que le film est fait, comment il est diffusé? Parce que... il a eu du mal, hein. Il est sorti en France très bien. Gaumont a fait un très bon travail. Ils l'ont sorti, mais il y avait un problème. Il y avait des gens qui téléphonaient, il y a une bombe dans la salle, on a vidé la salle. Et puis après, il n'a pas eu beaucoup de chance. En Amérique, j'étais représenté, il n'est pratiquement pas sorti. Et puis il n'est pas sorti ailleurs. Il y a juste une histoire, un jour, j'étais en... Et donc la raison de la non-sortie, c'est une raison politique? Oui, chacun va avoir ses implications, je ne sais pas. Peut-être le film n'est pas suffisamment bon aussi. Hein. Il faut toujours penser à ça, on va dire c'est les autres. C'est peut-être moi, je n'ai pas fait un bon film. Vous aviez quand même un casting, enfin il y a Jean-Yann, il y a Gabriel Byrne, Kleber, donc c'est quand même un casting international. Non, oui, non, mais il y avait tout ce qu'il fallait à mon avis, mais bon, le film n'a pas été exploité du tout, enfin il n'a pas été dans les salles. J'étais en Italie, pour vous donner un exemple, j'étais en Italie plus tard pour présenter notre film à la télévision italienne, et le journaliste me dit, mais comment c'est possible, on ne les montre jamais, on ne les voit jamais, etc. J'ai dit, mais montrez-les à votre télévision, je vous les donne gratuitement. Il me dit, mais non, on va les payer, on va les prendre, etc. Il a insisté, il faisait un pari. Et ils l'ont pris. Ils l'ont passé à 2h du matin. Ouais. Alors, puisqu'on parle de production, j'en profite pour saluer la présence de Michel Régabras, qui
travaille donc à KG Productions, qui est votre compagne, et donc qui vous accompagne sur tout cet aspect-là. Est-ce que vous pensez qu'un film comme celui-là, ou d'autres qu'on a cités, pourraient être à nouveau produits aujourd'hui? Ou est-ce que les conditions ont tellement changé, le public a tellement changé que ça pourrait être plus difficile? Non, d'abord, je dois dire que j'ai une femme formidable. Et je crois même que tout ce que je fais, je ne l'aurais pas fait comme ça si je n'avais pas cette femme-là. Et les niçoises, elles sont bien les niçoises. Il n'y en a pas de niçoises. Formidable, c'est une grande aide. Voilà, elle a organisé la vie de manière à ce que je puisse faire les films que je voulais faire. Voilà. Alors, c'est pas pour certains des films, il est arrivé qu'elle les produise parce qu'elle a produit beaucoup d'autres films, Michel. Et d'abord, elle était journaliste, et puis, comme on a fait des enfants un peu pour faire des reportages, et voilà. Et ça, c'est un grand avantage. C'est pas toujours facile, hein, quand vous couchez avec votre producteur, c'est pas toujours facile. Mais on peut se parler ouvertement, et c'est une grande aide, parce qu'elle a compris l'essentiel, qui est, pour un film, il faut du temps au metteur en scène. Or, tous les producteurs disent qu'il faut couper du temps. Pas 8 semaines, faites-le à 6 semaines, ou 7 semaines et demie. Michel a compris qu'il faut pour les acteurs, vraiment. Donc elle fait ça, et elle fait ça. Il y a un temps de maturation. Quelle est votre question? La question, c'est est-ce que certains des films, comme Anaka par exemple, ou L'Aveu, est-ce qu'on pourrait, ou est-ce qu'on peut monter en termes de production encore ces films-là aujourd'hui, avec des castings équivalents à ceux que vous aviez, c'est-à-dire quand même des grands castings, voilà, des films qui se confrontent à des questions, alors on revient au terme politique, mais questions de qualité. L'Aveu aujourd'hui, il n'y a pas la peine de le faire, on connaît tous l'Union soviétique, oui, etc. Bien sûr. Ce serait un film historique. À l'époque, ça avait un sens, parce que c'était un film qui créait une sorte de... Mais actuellement, il y a la question des réfugiés, enfin, on peut prendre d'autres d'autres réfugiés, sujets. il faut faire des films sur les réfugiés. Moi, je sais bien d'en faire un, avant qu'il y ait, vous l'avez cité tout à l'heure, Éden à l'Ouest, et c'est vrai que ça a été reçu froidement. Elle a dit comment, vous avez trouvé ça, etc. On montrait d'ailleurs un jeune qui était dans un bateau, plein de gens, etc. Et puis à un moment donné, pour fuir la police, il sautait, il sautait, et on voyait même 2 types noyés. On n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait des centaines, des milliers de types. On nous a dit que vous êtes fous, ça n'arrivera jamais. Ça se passe à ce moment. Voilà. Je pense que le cinéaste, ce qu'on appelle l'art, on peut réfléchir un peu sur l'avenir, capter, mais ça n'est pas une grande invention non plus. À l'époque aussi, il y avait des gens qui fuyaient, n'est-ce pas? Il y avait bien sûr, qui arrivaient en Italie, ça arrivait ailleurs. C'est pas nouveau, mais bon. Oui, c'est un domaine spectaculaire. Aujourd'hui, c'est spectaculaire, c'est tous les jours à la télévision. Vous allez voir, d'ailleurs, quand le spectacle va tomber, ils n'en parleront plus. Hein. Alors, on retourne. Hein, donc, on va évoquer peut-être une autre de vos fonctions, celle de président de la Cinémathèque française, qui est une grande institution. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous présenter votre rôle de manière synthétique? On pourra en parler évidemment des heures, mais et parler de la restauration, puisque vous venez notamment à l'occasion de la restauration de 4 de vos films, de ce travail-là. Dans la Cinémathèque française, d'abord, il faut dire un tout petit peu de son histoire, parce que c'est essentiel. Ça a été créé par des jeunes très fous en 1936, par Langlois, par Franju et les autres, Mitry. Langlois devait avoir 25 ans à l'époque, et les autres aussi, un peu plus. Et ils ont vu que le lendemain du passage du cinéma, ce qu'on appelait muet, le cinéma n'a jamais été muet, mais enfin, au parlant, on négligeait complètement le cinéma muet, on jetait les films, on récupérait la pellicule pour faire des peignes, pour faire des téléphones, etc. Et eux, ils ont dit, mais il faut les sauver ces films, il faut les sauver parce que c'est des vrais chefs-d'œuvre. Et ils sont battus, ils ont commencé à acheter, à aller au laboratoire, ils ont jeté les films dans les poubelles, ils les ramassaient, et ils ont fait la Cinémathèque française. Et c'est devenu un exemple mondial, finalement. Bon, ça a beaucoup évolué depuis, et nous arrivons aujourd'hui, où l'État a compris qu'après les aventures, il serait trop long à raconter ici. Il y a eu une intervention l'an dernier sur l'histoire de la Cinémathèque. Oui, ouais, voilà. 68. Exactement. Oui. Mais bon, aujourd'hui, la Cinémathèque, on peut dire, c'est une institution où travaillent 220 personnes.
Il a un budget d'à peu près 25 millions. Une partie de cet argent, c'est ses propres recettes, une partie est donnée à l'État. Je pense personnellement que c'est la meilleure cinémathèque au monde. On a l'exemple qu'on reprend partout, on le demande d'aller partout, dire comment on fait une cinémathèque, comment on fait ça. Alors, son rôle, c'est de restaurer des films, ceux qui risquent de quitter, de disparaître, etc., de les mettre dans l'État, et de présenter des films anciens et présents et nouveaux. À la cinémathèque, on présente 2000 films par an, 3 à 4 films par jour. Et on a à peu près de 450-500 000 personnes qui visitent la cinémathèque pour les films, pour la bibliothèque, pour les expositions que nous faisons. Il y a des enfants, il y a 50 000 enfants qui viennent, on leur montre le film, on leur apprend comment on fait un film, etc. Il y a une autre section aussi que j'aime beaucoup parce qu'il y a à peu près, on nous donne des sujets à des enfants d'autres pays. En fait, par exemple, l'année prochaine, il y aura un sujet sur le climat, sur le changement climatique. Et alors, il y a 12 pays qui ont répondu, c'est les Brésiliens, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Portugais, il y a les Bosniaques aussi, je crois, enfin, il y a 12 pays, les Anglais aussi. Alors, on leur donne ces sujets, et les écoles là-bas font des petits films, et il y a à peu près 500, 300, 500 jeunes, tout petits comme ça, jusqu'à 12 ans, qui viennent présenter leurs films au mois de juin à la cinémathèque. C'est absolument merveilleux. Ils présentent leurs films à d'autres jeunes, leur demandent quand vous avez fait le film, etc. Donc c'est ça le rôle de la cinémathèque, c'est de faire apprendre que, ça son rôle c'est quoi? C'est, vous avez des images partout. Notre vie est pleine d'images. Et bien pour les jeunes, il faut qu'ils apprennent à voir qu'est-ce qu'il y a derrière les images. Qu'est-ce qu'on veut vous vendre avec les images? Parce que derrière chaque image, on va toujours vendre quelque chose. Alors aussi, on apprend à regarder les images, à les comprendre, là on choisit. Et à partir du moment où on choisit, on est libre de choisir. Voilà, c'est ça. Si on apprend à choisir les images, parce qu'aujourd'hui, vous savez, à la télévision, il y a des mondes qui passent des heures et des heures à la télévision, c'est effrayant, je crois. Donc c'est ça. Je fais une sorte de parenthèse. J'étais à Lyon, je sais qu'ils font un travail formidable à Lyon. Le travail que vous faites ici, j'ai vu votre programme, je le connaissais un peu, mais là j'ai vu dans les détails. Je trouve que c'est formidable parce que c'est ça aussi. Le cinéma, c'est pas seulement comme une pizza, vous la mangez puis vous passez à autre chose. Le cinéma doit être un spectacle, vous voyez des choses et ça se prolonge. Les anciens Grecs, quand ils ont fait le théâtre, les historiens disent que c'est grâce au théâtre qu'on a abouti à la démocratie. Parce que les gens se sont vus, ils ont vu leurs problèmes, ils ont vu les autres, etc. Et puis après, ils ont construit la démocratie. Voilà, je pense que le rôle des images aujourd'hui, du cinéma, de la télévision aussi, quand ils font des belles choses très souvent, c'est ça. Alors les cinémathèques, ils veulent préserver tout ça. Alors bon, le président, vous savez, il y a une équipe qui travaille, qui sont tout bien là, il est le directeur général, c'est lui qui fait tout le travail. Et nous sommes combien 18 nous sommes le conseil d'administration. Je préside, nous surveillons, nous donnons des idées, mais nous cherchons de l'argent pour qu'ils puissent faire le travail qu'ils veulent, et c'est tout, essentiellement. Et on présente la cinémathèque ici et là, donc nous sommes des bénévoles tous, et nous sommes passionnés parce que nous pensons que cette institution-là doit vivre et doit survivre, et c'est vrai que tous les gouvernements, bon, j'étais dans le temps président une fois, quand il y avait d'autres problèmes à la cinémathèque, là, je suis là encore depuis quelques années, et c'est vrai que tous les gouvernements, on a avec tous les gouvernements des relations directes, franches, d'abord pour qu'ils n'interviennent pas du tout. Ils nous donnent l'argent, ils nous laissent libre de faire ce qu'on veut faire. Ce qui est quand même très précieux. C'est très précieux, oui, sinon, voilà, et ça tient. Voilà. Et donc les dernières informations, c'est que le directeur actuel s'en va, c'est ça? Nous avons une exposition au mois de début octobre sur le travail et sur la vie des Scozzaises. Oui. La dernière que nous avons fait, c'était sur l'Italie et sur un grand Italien. Non, pas encore. Pas encore. Voilà, donc on a fait des expositions sur Kubrick, on a fait des expositions sur Renoir, etc. Et c'est vrai que c'est sur Antonioni, la dernière. Et c'est vrai que le public vient et ils comprennent le travail de metteur en scène, de l'auteur du cinéma, à
travers sa vie, à travers le parcours qu'il a eu, comment il a vécu, etc. Comment, ce qu'il avait accroché sur le bureau. On a fait une sur Truffaut, par exemple. On a pu reconstituer le bureau des Truffaut, parce que sa famille a tout gardé. Et puis sa façon de travailler, les gens avec qui il travaillait. Voilà, c'est un peu ça, les expositions. Et c'est vrai que ça a un très très beau succès. Alors sur les restaurations, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se prépare, comment vous, en tant que réalisateur, vous pouvez être associé à la restauration de vos films, et à quel point ça peut être important pour la conservation? On revient à cette question de conservation et diffusion. C'est vrai qu'il fait un travail de conservation des films, il n'y a pas de metteur en scène ou d'anciens sont morts, etc. Et les films qui n'ont pas édité, donc nous avons une équipe qui regarde les films et restaure, grâce au numérique aujourd'hui, les parties qui ont subi des des accidents, etc. On a commencé avec la période du muet, etc. Bon, aujourd'hui, grâce au gouvernement d'avant, le gouvernement actuel qui poursuit, il y a une aide pour que les films puissent passer au numérique. C'est une affaire très compliquée. Et ça coûte assez cher. L'État aide en partie, le producteur paye le reste. Là, on va au laboratoire, on passe le film presque, je n'ai pas image par image, ça serait trop long, mais séquence par séquence, et on retrouve les couleurs d'origine. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'un film, on l'a fait il y a 10 ans, 20 ans. Je faisais, par exemple, on la faisait en 68, 62, voilà. On a fait une restauration, et on a retrouvé les couleurs exactement, mais c'est un long travail très, très, très important, il y a des spécialistes aussi qui nous aident. Et ça se fait beaucoup pour beaucoup de films. Et ces films-là vont commencer à sortir parce qu'il est en salle, parce que beaucoup de distributeurs s'intéressent, notamment Pathé. On va avoir un petit groupe de salles à Paris et peut-être ailleurs, après, par la suite, pour faire sortir certains de ces films. Il y a aussi des salariés qui le font, au passage. Bien, mais je crois que nous allons remercier M.